Nous allons enchaîner directement au prochain panel, qui porte sur les innovations en intelligence artificielle et l'utilisation des données dans le journalisme. Je vais demander aux membres du panel de s'avancer, mais je vais présenter notre animatrice qui a déjà pris la parole pour poser une question. Donc, Geneviève Rossier est éditrice et directrice générale. Vous m'entendez bien? Ça va, Alexandra Espinoza? Ça va pour le son? Oui. Donc, Geneviève Rossier est éditrice et directrice générale du Service français de la presse canadienne. C'est une gestionnaire chevronnée qui a d'abord travaillé comme journaliste à Radio-Canada, où elle a couvert. Je vais me lever tout à l'heure là, parce qu'on fait les chaises musicales. Là, il va manquer une chaise. Alors, donc, comme journaliste, Geneviève a couvert plusieurs campagnes électorales ainsi que des conflits internationaux, dont la première guerre du Golfe. Donc, la voilà. Son travail journalistique lui a mérité un prix Judith Jasmin et une bourse Asie-Pacifique. Elle a dirigé le téléjournal de 22 heures, puis est devenue directrice générale d'Internet et services numériques. J'enlève des bouts parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, toujours à Radio-Canada. Et par la suite, elle a occupé des fonctions de cadre dans des organisations, notamment dans le domaine culturel et tout récemment comme directrice des communications, de la programmation et l'éducation de BANQ avant de revenir au journalisme à la presse canadienne. Et en terminant, je dirais qu'elle est titulaire d'un MBA de McGill et HEC, dont son travail portait sur le leadership dans les médias sociaux. Donc, on est vraiment à la fine pointe de l'expertise. Et c'est Mme Rossier qui va vous présenter les panélistes et je vais leur permettre de s'asseoir. Merci. Donc, Marc Gendron, directeur principal pour la croissance numérique chez CN2I. Je pense que c'est une nomination récente. Absolument. Bravo. Valérie Duhem, directrice adjointe de l'information au devoir. Est-ce que c'est possible que Valérie ne soit pas ici? Elle est en ligne. OK. Madame Duhem, je vous demanderai d'allumer votre micro et votre caméra et on vous mettra peut-être en évidence. Bonjour. Bonjour Valérie. Les gens dans la salle, puis vous pourrez peut-être regarder les gens dans la salle sur votre petit écran. Et Valérie s'occupe beaucoup de toutes les questions de développement numérique au devoir, comme d'ailleurs Marc. Marek Blottière, assistant de recherche à l'INRS. Marek étudie toutes les questions d'intelligence artificielle et de perception qu'on peut en avoir dans la population au Québec. Et Patrick White, professeur de journalisme à l'UQAM, ex-rédacteur en chef de Huffington Post. Là, je parle de mémoire, Patrick, donc tu peux corriger. CTV de 90 à 97, Reuters de 93 à 2004, la presse canadienne comme rédacteur en chef adjoint 2004-2006, le Journal de Québec comme chef des nouvelles 2006-2009, Canoë.ca, un portail d'information qui avait 5 millions de visiteurs uniques il y a 10 ans. J'ai été rédacteur en chef de Canoë 2010-2011 et j'ai fondé l'Huffington Post Québec en décembre 2011 et mes services n'étaient plus requis après octobre 2018. Alors, j'étais déjà chargé de cours à l'UQAM en journalisme à ce moment-là. Là, je suis directeur du programme de journalisme à l'UQAM et professeur de journalisme aussi. Et je pense que, en tout cas, beaucoup de gens te connaissent, Patrick, pour toutes tes interventions sur les réseaux sociaux et en faveur du journalisme. Donc, utilisation des données de masse, données massives et intelligence artificielle dans les médias. On aimerait ce matin faire le tour de ce qu'on fait au Québec, essayer de se donner une vision de ce qui se fait et sortir aussi de ce panel peut-être avec une impression des risques ou des non-risques, de la manière dont cette chose-là devrait évoluer dans les années qui viennent. Et quand on met le mot intelligence artificielle dans le titre d'un panel, j'ai toujours l'impression qu'on nous positionne vraiment dans l'innovation. Puis j'ai été étonnée en consultant d'ailleurs quelque chose que Patrick m'a envoyé, un rapport qui a été fait sur l'intelligence artificielle dans le journalisme
en 2022, donc tout récent, à l'Université d'Oxford, on écrit, c'est ma traduction, « L'intelligence artificielle n'est plus une technologie de la prochaine génération, mais fait maintenant partie du cœur des activités de la collecte de données d'information, de la production des nouvelles et de la distribution. » Donc, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, on n'est pas dans quelque chose ici qui est à venir ou qui est de l'expérimentation selon ce que l'Université d'Oxford a constaté, on est vraiment dedans, puis c'est devenu un outil comme ce stylo ou autre chose. J'aimerais vous entendre là-dessus, mais avant tout, je poserai la première question à Patrick. Parce que Patrick a fait, il y a environ 1 an, une étude sur l'utilisation d'intelligence artificielle dans les médias pan-canadiens, n'est-ce pas? Tu as interrogé beaucoup de gens et puis tu es arrivé avec une espèce de tableau. Puis ce que j'aimerais après qu'on fasse avec Valérie Marek et Marc, c'est voir si, depuis que tu as publié ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les choses ont déjà évolué? Parce que c'est quand même... Ton étude est très récente. Oui. Mais ça va être intéressant de voir dans un si court laps de temps, est-ce que les choses ont changé? Donc, peut-être nous dire ce que tu avais trouvé en 2021? Oui, alors avec Nicolas Saint-Germain, qui est un étudiant à la maîtrise en communication à l'UQAM, on a étudié les usages et perceptions de l'intelligence artificielle dans les salles de rédaction au Canada anglais et au Québec. Ça, c'était donc, on a fait une revue de littérature sur tout ce qui s'est écrit en journalisme et IA en 2020. On a envoyé un questionnaire des rédacteurs en chef, directeurs d'information de 13 médias canadiens. Et on a rédigé les rapports entre janvier 2021 et mai 2021. Donc, ça fait à peu près 1 an que ça a été publié. On voulait voir c'était quoi les usages, c'était quoi les perceptions. Il y a uniquement 4 médias sur 13 qui ont accepté que leur nom soit là, la presse canadienne / The Canadian Press, qui est l'agence de presse nationale canadienne, le Globe and Mail, Arsenal Media, qui est un réseau régional de radio en pleine croissance au Québec, et Métro Média. Alors, d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Nous, on s'est fié à la définition de Nicolas Diakopoulos, qui est très, très connu aux États-Unis, qui est une sommité en la matière, et on a retenu sa définition à lui. C'est-à-dire, l'IA, c'est un programme ou des programmes informatiques en mesure d'effectuer des tâches qui nécessitent habituellement un certain niveau d'intelligence humaine. Alors, on part avec cette définition-là. Évidemment, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Ce qu'on a vu dans l'étude des champs d'application, la collecte et l'analyse d'informations. On va y arriver à ça, pour détailler un peu le contenu. Ce que j'aimerais surtout que tu nous dises, Patrick, c'est... Parce que je pense que tu es sorti de ce travail-là avec l'impression qu'on était en retard. Oui, absolument. Donc, par rapport à, par exemple, ce qu'on disait à l'Université d'Oxford. Fait que c'est ça que j'aimerais que peut-être cibler. Oui, mais alors les directeurs d'information, les rédacteurs en chef des grands médias québécois ou canadiens ont l'impression qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas les ressources, qu'ils n'ont pas la formation appropriée, qu'ils n'ont pas assez une connaissance fine de tous les tenants et aboutissants de ces technologies-là. On voit aussi la disparité des usages, parce que les 2 grands médias qui vraiment ont un leadership par rapport à l'intelligence artificielle, ces 2 médias, en fait, qui sont des médias torontois, canadien-anglais, la Canadian Press et son penchant francophone, la presse canadienne, et le Globe and Mail, que son propre outil pour gérer sa page d'accueil. Alors, on connaît les possibilités, mais on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens financiers et on est tellement dans une logique compétitive que dans une étude universitaire, on tient absolument à l'anonymat. Le 9 médias sur 13 voulaient absolument que leur nom ne soit pas là. Alors, ce qu'on voit, par exemple, dans le cas du Globe and Mail, ils ont un outil qui s'appelle Sophie, qui a été acheté ce matin par Reuters. D'ailleurs, c'est Reuters qui a acheté la licence de Sophie aujourd'hui. Alors, c'est un outil qui gère la page d'accueil avec presque plus d'intervention humaine. Ça a augmenté le taux du trafic. Le trafic a augmenté de 40 %, les abonnements. Et à la presse canadienne, vous avez développé un outil où on a automatisé une partie de la traduction de dépêches de CP et de AP vers le français. Et dans les autres médias, ce qu'eux nous disaient, on a des profils d'utilisateurs, on utilise des robots conversationnels, un peu data miner sur Twitter et CrowdTangle, qui est des outils pour voir un peu les statistiques et les partages en temps réel. Donc, essentiellement,
70% des gens qui ont répondu à notre étude, ils disent utiliser des outils, mais en fait, le quart ne croit pas l'utiliser dans les 5 prochaines années. Et du côté de Métro Média, on a vu un peu, ils ont fait des trucs avec Jean-Hugues Roy depuis 1 an à l'UQAM pour l'analyse de données. Donc, ils produisent des contenus comme ça, mais les constats essentiellement, on a des connaissances, mais on n'a pas l'expertise pour développer. Et on a une réticence aussi, l'éthique par rapport à l'intelligence artificielle, le côté économique aussi. On sait que MSN Québec et MSN UK ont licencié tous leurs éditeurs journalistes dans les 2 dernières années. Ils les ont remplacés par des programmes. On y arrive, mais juste, donc, j'aimerais juste passer la parole aux autres parce que dans le fond, je ne suis pas certaine que si tu refaisais cette étude-là aujourd'hui, tu aurais exactement le même résultat. Peut-être Valérie qui est en ligne. Valérie, peux-tu peut-être nous parler un peu de ce que vous faites au devoir et ce que le devoir serait prêt aujourd'hui à dire qu'ils font dans le domaine de l'intelligence artificielle? Patrick, notre formulaire serait pas mal plus long à remplir aujourd'hui. En fait, nous aussi, on utilise des outils comme CrowdTangle, on utilise, nous, Piano, qui est un peu l'équivalent de Sophie, donc qui est un outil de gestion de contenu sur les pages. Pour l'instant, nous, on l'utilise vraiment à l'aide à la décision. Donc, il y a toujours une intervention humaine. Ce qu'on a fait aussi dans les dernières années, beaucoup, c'est de l'expérimentation. On utilise maintenant aussi un logiciel qui s'appelle Smart Moderation, qui nous aide, qui est un robot qui utilise le machine learning pour nous aider dans la modération des commentaires. Et dans les derniers mois, on a travaillé avec une équipe de Polytechnique, une équipe à Montréal qui travaillait en intelligence artificielle et avec eux, on a développé un robot écriveur. Ce robot écriveur-là, on n'est pas prêt à l'utiliser, quoi qu'il fonctionne. Maintenant, on est encore à se poser des questions. Ce robot-là, finalement, ce qu'on a développé avec les étudiants, c'est le robot ingère des données et écrit des textes. Le cas de figure qu'on a utilisé, c'est intéressant. On voulait utiliser les résultats électoraux, donc donner au robot directement les prochaines élections dans l'objectif d'écrire un texte par circonscription, donc 125 textes. À l'aide directement des données d'Élections Québec, un peu comme le Washington Post fait déjà. Maintenant, pour des raisons techniques et éthiques, ça n'a pas fonctionné, donc on a décidé d'y aller plutôt avec les données mensuelles de Statistique Canada, l'emploi, les mises en chantier, le coût de la vie, etc. Et ça fonctionne. Les textes qui nous ont été livrés à partir de la machine, il faut savoir que les étudiants, on leur a donné accès à des milliers d'archives de nos textes pour que le robot apprenne à écrire. Et à l'aide de ces données-là, en fait, on a eu des textes qui... Une phrase qu'on n'aurait pas mis là, parce que c'était plate. Mais sinon, c'est un texte qu'on aurait pu publier. Bien entendu, c'est le texte qui aurait été écrit par le journaliste le plus plate du monde. En premier jet, pour avoir simplement la nouvelle sur le site web, ça fonctionnait tout à fait. Je t'interromps 2 secondes parce que est-ce que c'est possible d'afficher la diapo où on a... Parce qu'en fait, on a, après discussion en préparation de ce panel, on a divisé les choses, j'ai essayé un peu de cartographier tout ça pour que les gens comprennent de quoi on parle puis dans quelle catégorie on se trouve. Donc, on a divisé cueillette d'informations journalistiques. Puis ça, Valérie, on reviendra parce que je sais qu'au devoir, vous faites de ça, donc du journalisme de data qui sert à analyser le data pour trouver des tendances et des choses qu'on ne trouverait pas à l'œil nu. Production de contenu journalistique, là, vraiment dans la production du contenu comme tel. Valérie, tu parlais de rédaction automatique. On a des exemples aussi à la presse canadienne, traduction, Patrick a fait allusion tout à l'heure, amélioration des contenus, puis à la fin du cycle, la distribution du contenu aux lecteurs ou éventuellement aux auditeurs. Donc, curation de contenu. Patrick, tu y as fait allusion aussi avec l'outil Sophie qui est utilisé par le Globe and Mail, vendu ce matin à Reuters, et engagement des lecteurs et tout le secteur de la modération.
Marc, oui. Je pense que vous, à CN2I, vous êtes surtout, si je ne m'abuse, dans la 3e catégorie, c'est-à-dire au niveau de la distribution des contenus. Absolument. Nous, depuis juillet dernier, on a intégré, on expérimente de plus en plus avec toutes ces notions d'intelligence artificielle, mais depuis juillet dernier, on a intégré un outil qui s'appelle EcoBox, qui nous permet d'améliorer la publication de nos contenus sur les réseaux sociaux notamment. EcoBox, ce que ça fait, c'est que c'est alimenté par nos fils RSS, donc les contenus qu'on publie sur nos différents sites web alimentent cet outil-là. Et puis, l'intelligence artificielle d'EcoBox va faire noter, en fait, chaque contenu avec un potentiel de viralité sur les réseaux sociaux. L'outil l'analyse de 2 façons. Bon, il est connecté sur nos outils d'analyse, donc la popularité de l'article sur nos différents sites en temps réel, et aussi analyse le contenu de l'article avec des mots-clés, fait une grille de correspondance et attribue un potentiel, un score qui correspond au potentiel de viralité de l'article. Par la suite, la façon dont on fonctionne, nous, c'est qu'il y a toujours un éditeur qui va prendre connaissance du score qui a été attribué à l'article et puis qui va prendre la décision de le mettre dans la file d'attente de publication ou non. C'est toujours possible d'utiliser cet outil-là en mode complètement pilote automatique où là, la machine pourrait décider d'elle-même que tous les articles qui ont le score le plus élevé sont mis dans la file d'attente de publication. Mais on l'utilise avec encore un peu de contrôle. Gardons cette idée-là parce que dans le fond, dans nos prochaines questions, on reviendra sur cette question-là du risque. Puis l'exemple, on fera référence à l'exemple de MSN qui maintenant a confié tout ça, toute la gestion de la page d'accueil et des contenus sur un algorithme. Est-ce que sur la question aussi peut-être de rédaction automatique, Valérie, je peux peut-être un peu donner nos expériences aussi là-dessus parce qu'on remarque la même chose que vous remarquez, c'est-à-dire que ça peut marcher, mais est-ce que c'est intéressant à lire? Puis j'aimerais aussi là-dessus mentionner que l'AP aux États-Unis fait de la rédaction automatique pour des ligues de sport mineurs depuis 2016 déjà, publie ça régulièrement. Puis en Europe, l'équipe le journal sportif se fie aussi sur un outil d'écriture automatique, donc pas pour les parties principales où on veut donner de la couleur et tout ça, mais pour les matchs moins importants. À la Presse canadienne, on a fait une tentative aussi là-dessus sur les résultats financiers et on a abandonné, pas nécessairement pour toujours, mais pour une question d'exactitude. On ne peut pas se tromper en données financières, donc on n'avait pas suffisamment confiance dans les textes qui nous étaient produits par la machine et on a pris un pas de recul en se disant que peut-être qu'il faudrait y revenir à un autre moment, mais on est toujours en expérimentation sur un modèle de rédaction automatique sur les sports. Peut-être, Marc, tu parlais de résultats que vous avez eus, d'augmentation de trafic, toi aussi, Patrick. Donc, Valérie, est-ce que vous aussi, ce que vous avez fait, vous le voyez comme étant quelque chose de positif au niveau du résultat? Même nous, en fait, au Devoir, on est dans les 3 catégories là, de la slide, pardon, l'anglicisme présenté plus haut. Donc, les efforts qu'on fait en termes d'intelligence artificielle, puis beaucoup de machine learning et énormément de journalisme de données aussi, c'est difficile de les séparer les uns des autres. C'est difficile de les isoler. Maintenant, ça nous donne beaucoup, parce que nous aussi, on utilise EcoBox depuis un moment. Tous ces outils-là, CrowdTangle aussi, ça nous permet de connaître mieux notre audience et ça nous permet aussi de pouvoir comparer un peu, parce qu'il arrive souvent que tous les médias publient la même information, bien entendu. Ça nous permet de voir, entre autres, CrowdTangle, pourquoi est-ce que le nôtre, par exemple, fonctionne moins bien qu'un autre? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est les métadonnées? Donc ça, c'est le genre de décision qu'on peut faire pour un apprentissage plus longue durée. Maintenant, pour les résultats, je dirais qu'en ce moment, ce n'est pas un bon moment pour nous pour le calculer, étant donné de la hausse vertigineuse de trafic sur le site qu'a occasionné la COVID-19. Donc, c'est un moment spécial dans l'histoire, je pense, de la consommation de médias sur les médias numériques, les médias en continu.
étant donné que il y a une fin du monde à toutes les 2 semaines en ce moment. Donc, on voit que sur nos plateformes, ça explose régulièrement. C'est difficile d'isoler la cause de ces résultats-là. Maintenant, nous, on utilise ces outils-là aussi un peu, comme on disait plutôt, en aide à la décision. Donc, ça nous permet de prendre des décisions différentes. Maintenant, on n'automatise pas du tout ces choix-là parce qu'on fait ensuite des choix éditoriaux. Parce que si on a calculé que si on se fiait qu'à la machine, bien, il y aurait seulement notre texte du petit Rorcal dans le Saint-Laurent qui fonctionnerait. On n'aurait jamais les nouvelles sur lesquelles on veut mettre plus d'emphase. Est-ce que vous, Marc, est-ce que vous remarquez, toi, tu as dit que tu voyais une augmentation, mais est-ce que tu sais si c'est à cause de l'engouement pour les nouvelles présentes ou est-ce que… Bon, c'est sûr que ce n'est pas étranger à ce succès-là, mais en même temps, comme je disais, nous, on l'a implanté en juillet dernier et même depuis qu'on a fait l'implantation, le trafic qu'on tire des réseaux sociaux, puis de Facebook, pour ne pas le nommer, parce que c'est quand même la principale source de trafic social qu'on a sur nos plateformes, a été majeur. Et juste pour vous dire, avant qu'on implante EcoBox, souvent, ce qu'on faisait, c'est que, dépendamment des 6 marchés, parce qu'on est un groupe de presse qui comprend 6 médias, certains marchés faisaient une curation manuelle de tous les posts sur Facebook. Donc, c'était une automatisation complète. Il n'y avait aucune curation qui était faite. Tout ce qu'on publiait sur nos pages web se retrouvait sur Facebook. Et là, on a réduit le volume de contenu qu'on partage sur les réseaux sociaux. On pense avoir un meilleur contrôle et offrir une expérience beaucoup plus intéressante pour le lecteur qui s'informe à partir des réseaux sociaux. Et il y a une augmentation massive du nombre de pages vues provenant des réseaux sociaux. Ça représente en ce moment, dépendamment des marchés, la plus importante ou la deuxième source de trafic sur nos plateformes. Donc, pour nous, c'est un gain notable. Puis je ne retournerai pas en arrière, absolument pas. Ouais. Je mentionne juste en traduction, notre outil de traduction en presse canadienne, où tous les contenus qui sont traduits par la machine sont revérifiés toujours par des humains, c'est important de le dire, parce que c'est nécessaire. On estime un gain de temps d'environ 30 %. Donc, ce n'est pas non plus… on ne gagne pas 100 % du temps, mais il y a quand même un certain gain d'énergie là-dedans. Marie, est-ce que tu penses que c'est important de la part des médias d'un point de vue éthique? On reviendra aussi sur les problèmes éthiques que tout ça peut amener, mais est-ce que les médias ont une obligation de dire au public tel contenu, telle chose, il y a eu de l'intelligence artificielle, il y a une machine qui s'est mêlée de ça? Est-ce que c'est important pour la crédibilité puis la suite des choses qu'il y ait cette transparence-là? C'est intéressant. Nous, dans notre recherche qu'on a faite, on a interviewé un certain nombre d'experts et de journalistes techno qui ont traité de l'intelligence artificielle. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était notamment cette question de la légitimité du journaliste par rapport au public et puis notamment la confiance que le public donne aux journalistes ou non. Et puis on l'a vu ces derniers temps et puis dans la présentation encore ce matin là, de comment est-ce que le journaliste parle. Ça va influencer dans la compréhension qu'on va avoir de ce qu'il dit et de l'information. Et notamment, nous, ce qu'on a pu analyser au sortir de ces entrevues, c'est que l'intelligence artificielle est difficilement compréhensible, même pour les journalistes. Alors, je pense qu'il y a un effort énorme à faire pour comprendre les enjeux fondamentaux qui sont derrière l'usage de l'intelligence artificielle et qu'avant même de parler du public, et on a raison de parler qu'il faut être totalement transparent, mais pour être transparent, il faut comprendre le logiciel. Et puis, entre autres, on parle souvent du phénomène de la boîte noire dans l'intelligence artificielle. C'est très complexe de comprendre comment ça fonctionne, ce que ça fait. Ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est qu'on dit, ça marche, mais pour expliquer comment ça marche, c'est compliqué. Alors, ceci dit, dans tous les usages et la diversité des usages aussi, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une diversité des usages. On voit on parle d'intelligence artificielle, mais en réalité, ce que c'est et puis là, j'utilise le terme d'une chercheuse que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Hansen, au Danemark, qui parle d'intelligence augmentée.
Et notamment, l'intelligence augmentée, ça implique aussi le fait que ce soit un outil qui est utilisé par des journalistes, etc., des médias. Est-ce que c'est ton avis qu'on devrait changer notre appellation, dans le fond, parce que quand on dit intelligence artificielle, on a comme l'impression qu'on va venir remplacer notre cerveau, quelque chose comme ça qui peut faire peur, mais dans le fond, en tout cas, Valérie et Marc vous me diront la même chose, Patrick aussi, est-ce qu'on a plutôt l'impression que c'est comme un outil supplémentaire? Ceux et celles qui travaillent avec ça, on a l'impression qu'on a une espèce de haut le cœur au début en se disant, mon Dieu, intelligence artificielle. Puis après ça, on se rend compte, finalement, est-ce qu'on devrait changer notre appellation puis appeler ça plutôt intelligence augmentée? C'est compliqué à dire parce que c'est un terme qui permet quand même de comprendre un certain nombre de choses, ou en tout cas de représenter. Mais dans ces représentations, et puis un petit peu pour reprendre le terme qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les médias québécois sont en retard sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Il faut se méfier. En tout cas, moi, c'est le regard que j'aurais en tant qu'universitaire, d'être prudent par rapport au genre de discours qui entoure l'intelligence artificielle, et notamment ce discours du retard, il faut vite développer, etc. Parce que ça réduit la complexité de la situation. On pourrait parler de retard, mais retard sur quoi? Sur qui? Par rapport à qui aussi? Quelle comparaison on a? Est-ce que c'est les médias des États-Unis? Est-ce que c'est d'autres médias, etc. Et retard sur quoi? Récemment, il y avait une étude de Nicole Blanchette sur le manque de diversité dans les salles de nouvelles. Même là, on se retrouve, moi je suis un homme blanc, etc. Donc, on parle de ça aussi dans certaines choses. Que l'intelligence artificielle est incapable de prendre en compte. Il y a un lien certain. Après, c'est clair que dans l'effort qui est mis à développer des solutions pour régler les problèmes des médias, qui sont nombreux, encore pas très longtemps, notre collègue Descoteaux a écrivé dans Le Devoir sur les inégalités entre les plateformes numériques et puis les médias traditionnels, etc. Bon, les problèmes sont très nombreux et la solution IA ne permettra pas de résoudre tout ça. Et puis, même à ça, de manière très concrète, on le voit, ça répond à des usages qui sont très spécifiques et qui ne solutionnent pas du tout. Patrick, je pense que tu es connu dans notre communauté journalistique comme un optimiste. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des risques, qu'il y a quelque chose qui devrait être... puis je reviendrai après à Valérie et à Marc, savoir comment vous auto-empêcher d'aller trop loin, ou je ne sais pas comment dire ça. Mais Patrick, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire, ou on devrait juste y aller à pleine vitesse, expérimenter, puis comment tu vois ça? Selon les études qu'on voit en ce moment, le pourcentage du travail journalistique humain qui pourrait être fait par les machines, c'est entre 5 et 15 %, même dans 5 ans. Donc, oui, il y a des risques de perte d'emploi, il y a le biais dans les algorithmes, très, très important. On veut garder aussi le contact humain dans les salles de rédaction après 2 ans de salles fermées. Ça, c'est vraiment important, cet esprit de corps-là, cet esprit d'équipe-là. Mais quand on parle de tâches automatisées aujourd'hui, c'est encore très limité. Si tu regardes ce que Reuters fait, ce que l'AFP fait ou encore AP, c'est des textes de 5 paragraphes tirés des résultats financiers qui sortent sur Business Wire ou CNW Telbec et il n'y a pas de couleur, là. Après ça, c'est le journaliste de Reuters qui va aller sur la conférence téléphonique avec le PDG, qui va parler à 4 analystes, qui va avoir ses données analytiques sur le terminal Bloomberg, puis qui va faire un texte de 800 mots qui est publié dans le Financial Post ou le Globe and Mail le lendemain. Donc, l'être humain demeure au cœur. La portion qui pourrait être utilisée avec les machines, c'est 5 à 15 %, donc c'est encore assez marginal, mais le message dans le fond, c'est le train est en train de passer. Évidemment, on n'a pas le marché américain, on n'est pas 300 millions d'habitants, on est 8 millions. On fonctionne en français au Québec également. Il y a moins d'argent au Québec aussi. Beaucoup d'argent à Toronto, beaucoup d'argent dans les coffres des grands médias américains. Si tu regardes le Wall Street Journal, ce que le Washington Post fait depuis l'arrivée de Jeff Bezos, le New York Times qui a annoncé cette semaine qu'ils sont rendus à 9 millions d'abonnés numériques. Même il y a 3 ans, on n'aurait pas pu envisager ça avant la COVID. Donc, on n'a pas ces moyens-là, mais au moins la réflexion est là. Puis ce que le Devoir fait avec Polytechnique, c'est exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut au moins essayer
expérimenté. Vous avez essayé avec les dépêches sportives, ça n'a pas fonctionné. Bien, il y a cette méthode-là. Avec les dépêches financières. Les dépêches financières, oui. Ouais, Plus le ou moins sport, bien vous le faites marché, déjà, mais oui. on est dans le... Et de ne pas oublier que quand le texte ultra de CP et de AP arrive, il y a un Pierre Saint-Arnaud qui est au bout, qui a 40 ans d'expérience et qui révise le texte, et c'est lui qui envoie le texte sur le fil de presse de la presse canadienne. Alors ça, c'est très rassurant. Et ça, il faut jamais qu'on perde ça de vue. Là. Marc, de votre côté, quelle est votre réflexion à CN2I sur comment s'assurer que l'humain, l'intelligence humaine, la vraie, reste propriétaire de tout ça et demeure avec la même mise? Personnellement, et je pense que c'est un peu la position du reste du groupe là-dessus, l'intelligence artificielle, ou j'aime bien l'expression intelligence augmentée, ce sont des outils qui s'ajoutent à notre coffre d'outils. Puis, je vais prendre une analogie. Vous pouvez dévisser ou percer un trou avec un tournevis, vous allez réussir à faire le travail, mais c'est beaucoup plus efficace de le faire avec un outil à batterie ou un outil électrique. Donc, l'intelligence artificielle peut avoir le même effet. Donc, permettre de traiter un plus grand volume de données, prendre des décisions instantanées grâce à la puissance de la machine, surtout dans des contextes où il n'y a pas de plus-value ou pas de valeur ajoutée à ce que ce soit mis dans les mains d'un humain. Là où il faut absolument que l'humain demeure, c'est lorsque vient le temps justement de prendre des décisions éditoriales puis d'encadrer c'est quoi le terrain de jeu de l'intelligence artificielle. Il faut que nous, comme professionnels de l'information, on exerce tout notre jugement éditorial puis qu'on dresse les balises, puis qu'on dise à l'intelligence artificielle, voici quel est ton terrain de jeu, voici là où tu peux prendre des décisions en mon nom. Je vais aller à Valérie après, mais juste avant, je te mettrai au défi sur la question de réaliser qu'est-ce qui reste dans les mains de l'humain, puis on va prendre l'exemple de MSN. C'est pratique, on ne peut pas insulter personne parce qu'au Québec, ils ont mis à pied toute leur équipe éditoriale et confié tout ça à un algorithme. Puis l'algorithme, il a l'air à se débrouiller quand même pas pire, j'imagine, vis-à-vis de leur auditoire, parce qu'ils ont aussi, je pense, constaté des hausses de consultation de leur page d'accueil gérée par algorithme versus humain. Donc, j'imagine qu'ils sont contents de ça, mais quand on va voir cette page-là, aujourd'hui, on voit que les nouvelles sont vraiment diluées dans tout un flot d'histoires qui ne sont pas vraiment des histoires d'intérêt public, au sens où nous, on l'entend, de journalistes professionnels. Fait que, est-ce que ça devrait nous inquiéter, ça? Bien, écoutez, je veux pas... je vais parler un peu de MSN dans ce cas-là. Je vois ce portail d'information-là un peu comme un buffet chinois. Disons-le comme ça. Et puis, si dans mon buffet chinois, j'offre de la pizza, par exemple, parce que ça arrive, là, j'ai déjà vu ça, et puis que je me rends compte que la pizza, c'est le mets que je vends le plus, bien, je vais continuer à offrir plus de pizza. Mais en même temps, est-ce que je dénature le fait que je suis un buffet chinois et que les gens viennent manger de la pizza chez nous? Nous, dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on veut offrir comme contenu. On est des médias spécialisés dans l'information de proximité. C'est ça pourquoi les gens viennent chez nous. C'est ça aussi qu'on essaie d'incarner dans chacun de nos milieux. Privilégier. Absolument, absolument. Mais là où je pense que l'intelligence artificielle peut nous rendre de fiers services, c'est si elle nous permet de réallouer des ressources qu'on a déjà, qui font du travail clérical ou qui font du travail de curation sans valeur ajoutée. Bien, réallouer ces ressources-là sur ce qui nous distingue vraiment, donc la production, la diffusion de contenu, d'information de proximité. Moi, je vois ça vraiment comme une façon de réinvestir là où il le faut et d'assurer la pérennité de notre modèle, plus que de suppléer à la création de contenu. Je verrais mal, honnêtement, une intelligence artificielle produire un contenu de proximité avec un intervenant local, faire l'entrevue. Il va toujours falloir que l'humain soit là pour faire cette portion du travail et surtout prendre la mesure de l'importance de ce qu'il fait auprès de sa communauté. Mais quand même, j'avoue, c'est un jeu d'équilibriste, tout ça pour nous, de naviguer entre l'intérêt public et l'intérêt du public. C'est deux choses qui sont différentes, mais qui s'entrechoquent. Puis nous, notre zone de croissance, elle se situe au carrefour des deux. Donc, il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil pour nous permettre de répondre à cette mission. Valérie, de votre côté au devoir, comment est-ce que vous... quelle est votre posture philosophique vis-à-vis de tout ça? Comment est-ce que vous vous assurez que... Parce que j'imagine, je prends pour acquis que le devoir veut conserver son indépendance éditoriale vis-à-vis des outils d'intelligence artificielle. Oui, et pour toujours. Je pense que je suis d'accord avec beaucoup de choses que Marc a dit.
l'idée, c'est d'utiliser ces possibilités-là pour libérer du temps ou trouver aussi de l'information. Je donne un exemple. Nous, on a toute une équipe qui fait du journalisme de données au Devoir. C'est un mode journalistique qui est assez nouveau et assez peu exploré au Canada. Mais nous, on a fait ce choix-là parce que, entre autres, l'utilisation des données nous permet d'avoir accès à de l'information auquel on aurait accès sinon, mais de façon vraiment beaucoup plus compliquée. Cet hiver, notre journaliste d'enquête, Stéphanie Vallée, a fait un dossier sur les coûts réels lorsqu'on commande sur des applications, Skip the Dishes, Uber Eats, tout ça. Elle voulait comparer le coût en restaurant du coût sur l'application des menus. Maintenant, ça avait été un travail de moine de les trouver tous les deux et de les comparer. Lauriane Croteau, une journaliste de données, a créé une machine qui nous a permis d'aller racler, disons-le comme ça, le mot en anglais est plus utilisé, toutes les données de ces menus que l'on voulait, pour pouvoir avoir cette analyse de données-là qui arrive. C'est du travail quand même parce qu'il faut le créer, ce robot-là, mais ça nous permet d'avoir les données, ça nous permet de limiter aussi jusqu'à un certain point une petite marge de manœuvre humaine, d'être un peu fatigué quand on a comparé les chiffres. C'est le genre de choses, je pense, qui bénéficie aux journalistes. Stéphanie, elle a découvert des choses elle a confirmé des hypothèses qu'elle avait en commençant son travail journalistique grâce à ces chiffres-là. Et pareil pour l'écriture automatisée, l'idée, c'est de dégager ce temps-là. L'indice des prix à la consommation sort, on peut avoir un texte rapidement et ensuite, nos journalistes économiques, Éric Desrosiers, ça ne soit pas à d'abord écrire le texte 5,6 % d'inflation. Il peut tout de suite se mettre sur le téléphone, aller sur le terrain, poser des questions aux gens, trouver des angles qui sont différents. Il y a beaucoup de ces formes de journalisme-là, de ces réflexions-là qui viennent de la nécessité aussi. Étant donné que c'est un milieu très compétitif, il y a beaucoup d'informations qui sont gratuites aussi. Nous, on est un modèle d'abonnement au Devoir. Bien, il y a des choses sur lesquelles on ne gagnera pas la course. Ce qu'on peut gagner la course, c'est des angles originaux. On peut gagner la course de la profondeur, on peut gagner la course de l'analyse, on peut gagner la course de l'enquête, la course de la rapidité, la course du volume. Ça, c'est peut-être pas notre game, tu sais. Puis ça nous permet d'être très... Bon, la rapidité, j'avoue, on essaie de la gagner quand même, mais on a quand même... ça nous permet d'être plus cohérents par rapport à nos mesures, nos ressources et nos objectifs aussi. En tant que média, avec un modèle d'abonnement, bien, nous, on a besoin de clics de qualité, pas de clics de quantité. La quantité, c'est le fun, là. Donc, on mise vraiment sur des contenus de qualité. Les gens vont vouloir revenir, vont peut-être avoir leur information ailleurs autrement, mais c'est au Devoir qu'ils vont venir aller chercher la coche supplémentaire, avoir plus de couleurs, plus de terrain. Fait que ça nous permet vraiment de répondre à ça. Donc, de pouvoir aller un peu patcher les endroits où on ne souhaite pas mettre toutes nos énergies. Maintenant, oui. Bien, on a fait, il y a quelques années, on a créé avec un journaliste de données, un développeur en fait, on a créé un module de recommandation personnalisé. En fait, c'était un widget qui était ajouté sur les pages d'accueil et les pages articles qui permettait de proposer des articles qui correspondaient à ce qu'avait lu le lecteur. Il fonctionnait, il avait encore besoin d'être entraîné beaucoup. Maintenant, on ne l'a pas poursuivi parce que du côté des TI, on n'avait pas ce qu'il fallait pour faire la maintenance de l'outil. Donc, il y a des choses aussi technologiques qu'on est capable de faire, mais je pense que beaucoup de médias québécois ont une dette technologique, puis on rattrape de ces choses-là. Donc, il y a une partie de notre créativité ou même de notre volonté, des fois, qui est arrêtée par la dette technologique, je pense, générale des médias québécois. C'est intéressant que tu soulèves ça parce que une chose qui me frappe, c'est que les outils d'intelligence artificielle que vous utilisez sont majoritairement fabriqués ailleurs. C'est comme des off-the-shelf qu'on achète. Est-ce que vous pensez qu'on est
que c'est bien ou qu'on devrait, au Québec, être capable d'avoir des TI assez forts en médias pour être capable de se bâtir aussi nos propres outils. Je ne sais pas, Patrick, Marc? Bien, dans l'étude qu'on a fait l'année passée, effectivement, les rédacteurs en chef disaient on n'a pas les équipes de recherche et développement. Alors, est-ce qu'on peut le faire en réseau, les coops de l'info, les 6 journaux ensemble? Bon, Radio-Canada, c'est un réseau national. Il y a CBC qui est là aussi. Donc, évidemment, le travail en réseau, profiter de ce que fait Polytechnique, le centre d'études sur les médias. Nous, à l'UQAM, là, on lance, Kathleen Lévesque va diriger le Centre francophone de journalisme, d'enquête et de données. Alors, on espère que ça va propulser tout ça, mais effectivement, la collaboration avec les experts, les centres de recherche polytechniques et Montréal est un peu devenu une plaque tournante de l'intelligence artificielle également. La question du français, c'est très important parce que les outils ne sont pas parfaitement adaptés au français. GPT-3, GPT-4, quand tu fais les tests, ce qui sort, c'est vraiment pas nécessairement potable. Il y a vraiment cet enjeu-là où vous avez reculé là, sur les dépêches financières. Donc, on n'est vraiment pas rendu là avec le français. Et effectivement, quand on parle de souveraineté informationnelle, bien oui, peut-être qu'on devrait avoir de l'aide gouvernementale, peut-être. Tu sais, quand on parle de l'aide aux médias pour le virage numérique, il y a peut-être une composante de ces montants-là qui devrait aller à bâtir des équipes de recherche et développement, peut-être pour l'ensemble des médias québécois ou encore au moins à ce que ça se fasse le plus possible en français. Parce que je pense que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi sur la distribution ou le rayonnement de la culture francophone en Amérique du Nord, c'est sûr que si nos voisins utilisent tous ces amplificateurs-là ou ces aides-là, puis que nous, on ne le fait pas, ben j'imagine que vous pensez qu'on finit par rétrécir ou que notre empreinte, en tout cas, ne prend pas toute la place qu'elle pourrait prendre si on est assez agile pour utiliser ces trucs-là de façon intelligente. Bien, moi, je vous dirais, ce qui fait qu'on prend des solutions qui sont existantes sur le marché, c'est la notion de coût de renonciation. C'est-à-dire que, par exemple, on a un partenariat, les corps d'information, avec l'Université Laval pour un projet de recherche en intelligence artificielle. Mais on est au début de ce projet-là. Donc, les conclusions risquent de prendre quelques années. Ensuite, l'application pratique risque de prendre encore plus de temps. Pendant tout ce temps-là, nous, c'est des clics, c'est des vues, c'est des abonnés qu'on laisse sur la table, qu'on n'est pas en mesure d'aller satisfaire. Donc, on n'a pas vraiment le choix de voir ce qui se fait sur le marché, expérimenter et appliquer ça au day-to-day dans nos opérations. Donc, puis la notion de partenariat, moi, si les gens du devoir avaient envie qu'on se mette ensemble puis qu'on développe quelque chose qui répondrait à notre réalité, parce que Patrick, tu parlais de la réalité du français, mais il y a aussi la réalité du français québécois qui est différente du français international, du français de France notamment. Donc, oui, il faut qu'on soit capable de mettre en valeur et de respecter ce que nous sommes culturellement et linguistiquement dans les outils qui vont servir à nous aider à prendre des décisions. Parce que, bon, je parlais d'EcoBox tout à l'heure, on est très satisfait de ce que ça nous donne, mais en même temps, c'est très européen comme façon de présenter le contenu et c'est pour ça qu'on garde toujours quelqu'un avec au moins une main sur le volant pour dire ça, pas certain. Même les propositions d'accroche qu'ils nous font, c'est pas toujours... En rédaction automatique, par exemple, moi, j'ai regardé les produits de l'Absence, qui est une boîte européenne qui écrit sur le sport. Tu lis l'article, puis je veux dire, il y aurait beau parler de hockey au Québec, tu sais que c'est des Français de France qui ont écrit ça parce qu'ils n'ont pas les mêmes termes qu'on utilise dans les descriptions de hockey, etc. Comment il a touché le fond du filet, il n'écrit pas ça. Tu sais, toutes les façons qu'on a de dire que quelqu'un a compté un but, il y a juste nous qui savons ça, qui comprenons ça. Respecter la couleur de notre langue, de notre culture. Tout à fait. Je ne sais pas comment on va dans le temps, Colette, tu me feras signe. Parce que dans le fond, la question, j'aimerais ça revenir sur la question de la transparence. J'ai posé la question à Marek parce que moi, je me pose la question. On est transparent, par exemple, je ne sais pas, en journalisme, quand on interroge quelqu'un qui est un ami à nous, quelque chose, on va généralement le mentionner. Ou par exemple, nous, on a un partenariat avec Facebook. Fait que quand un article sort de ce partenariat-là, on l'écrit à la fin. On a ce souci-là d'être transparent. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Puis, je ne sais pas, Valérie, Marc?
Est-ce que vous avez ce souci-là d'être transparent avec votre auditoire pour dire ici, la machine nous a aidés? Est-ce que c'est nécessaire? Ben, ou c'est si je peux me permettre, c'est une réponse qui est absolument personnelle. Je pense que dans le cas où un contenu aurait été produit, donc rédigé par la machine, pour employer ce terme, je pense qu'on aurait la responsabilité de le dire. Dans le cas d'une utilisation comme celle qu'on fait, à mon point de vue, pour améliorer la diffusion, rendre ça plus efficace, parce qu'un des points que je n'ai pas abordé, c'est que justement, on utilise ces outils-là pour diffuser le contenu aux bonnes personnes au bon moment. C'est surtout pour ça. Ça, c'est dans le bloc curation. Absolument. Donc, moi, j'ai le sentiment que je ne mène pas le lecteur ou l'auditeur en bateau. Tout ce que je fais, c'est lui transmettre l'information de manière plus efficace, au même titre que je ne dirais pas cet article a été écrit sur un Macintosh plutôt que sur un PC. C'est un outil qui fait partie de notre arsenal complet. Je pense que là où vraiment, sans dire la zone grise, où l'obligation d'être transparent doit prévaloir, c'est lorsque c'est vraiment une machine, un code qui a rédigé le contenu. Mais encore là, on reprend l'exemple de Pierre Saint-Arnaud, la presse canadienne. S'il y a un humain, un professionnel d'information qui a rubber stampé en bon français le contenu, est-ce que c'est nécessaire de le dire? Puis je pense que là où on a peut-être un devoir comme média avec un S, c'est d'informer davantage les gens sur l'intelligence artificielle, ce que ça représente, puis de ne pas voir ça comme Skynet qui essaie de prendre le contrôle dans le Terminator, mais de voir ça comme, effectivement, c'est des machines qui nous permettent de calculer et de traiter plus de données que l'humain serait capable de faire, ou même qu'un pôle humain serait capable de faire. On n'a pas parlé de la question de la résistance à l'intérieur des équipes et tout ça, mais Marek, peut-être qu'il y a un rôle là-dedans dans l'information au grand public, public général sur l'intelligence artificielle, puis qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on a là-dedans, tu penses, dans les prochaines années, une espèce de devoir d'être plus transparent là, tu sais, dans notre explication de ce qu'on fait? Et pour répondre, je voulais rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, et puis même par toi, Marc, sur les objectifs qui sont derrière l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis souvent, quand on installe des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est pour des tâches très définies qui répondent à des enjeux managériaux ou bien de modération de contenu, etc. Et là où ce serait une erreur de juste focaliser sur la transparence de l'intelligence artificielle, c'est qu'au-delà de ça, il y a je pense, quand même une crise de l'identité des médias qui est assez globale de par la confiance qu'ont les auditeurs, etc. Et que justement, l'intelligence artificielle pourrait être aussi une occasion pour redéfinir et pour aider à cette transition de redéfinition d'une identité journalistique, médiatique. Et dans ce que j'entends, c'est notamment très intéressant dans le cadre des journalistes de données ou de l'investigation où voilà, on va faire du contenu de qualité, pas forcément de quantité, etc. Et donc, je pense que là, il y a une opportunité aussi de recadrer l'intelligence artificielle, que ce ne soit pas juste un outil managérial, etc., et que ça permette, dans le fond, de parler des médias et de parler. Et donc, on pourrait aussi parler d'autres transitions dans le modèle de faire de l'information, dans les modèles de considérer les médias, de hiérarchie, etc. Je pense qu'au Soleil, il y a des nouvelles façons aussi de concevoir l'aspect coopératif, ou, etc., en collaboration. On a des exemples d'études multidisciplinaires, etc. Donc, je pense que c'est ça, avant de parler de transparence. Comme une espèce de tremplin pour redéfinir, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le cas du journalisme de data, ça, c'est vraiment quelque chose où il me semble, en tout cas, que si on le fait bien, la machine le fait mieux que les humains. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas prendre des fichiers de je ne sais pas combien, puis aller dans mon fichier Excel et essayer de démêler tout ça. La machine est capable. Par opposition à de la rédaction, où je suis capable d'écrire un meilleur article qui décrit une partie de hockey que la machine. Je peux quand même le confier une partie de ça à la machine. Mais journalisme de data, c'est vraiment quelque chose qui nous arrive grâce à la machine. Si tu regardes, les gens se demandent souvent pourquoi est-ce que Bloomberg News a autant de scoops. C'est qu'ils ont un outil depuis quelques années qui envoie des alertes aux journalistes financiers quand il y a des anomalies dans les données, dans des grands ensembles de données, alors un rapport annuel ou les annexes d'un appel public à l'épargne, une arrivée à un IPO, une entrée en bourse.
Et ils ont développé ce système-là à l'interne où les journalistes reçoivent maintenant des alertes aussitôt qu'il y a quelque chose, qu'il y a un chiffre qui ne colle pas dans les données, puis ils sortent des scoops. Ils sont devenus la principale agence financière au monde. Ils ont dépassé Reuters il y a quelques années. Et si tu parlais des réticences tantôt dans notre étude, ce que les rédacteurs en chef québécois et canadiens anglais nous disaient, on a peur que les sujets traités deviennent trop homogènes. Rééducation des besoins en main-d'œuvre, c'est un gros enjeu. La formation continue. On a peur des pertes d'emploi, compression des ressources, que le journalisme va être trop mécanique au Québec. On se questionne sur l'éthique technologique, sur les biais des algorithmes, le coût technique de tout ça. On dit qu'on n'a pas assez de données sur bien des sujets. Et on se méfie d'être remplacé comme employé dans une salle de rédaction par des algorithmes et de perdre d'autonomie dans la prise de décision. Là, tout ça, c'est une quinzaine de réticences assez majeures de 13 rédacteurs en chef canadiens à l'automne 2020. Donc, on est rendu un an et demi plus tard. On expérimente, on teste, mais c'est sûr que ce sentiment-là est encore là. Oui, Valérie, je peux rebondir là-dessus. En fait, je pense que autant dans nos salles de nouvelles que chez le public, il y a un manque de littératie numérique, entre autres par rapport justement, moi j'ai adoré ce que Marie disait plus tôt sur l'intelligence augmentée, c'est comme ça que ça devrait être présenté parce que là, ça donne vraiment l'impression d'un robot qui va prendre notre place. Puis, si on était rendu là, on n'aurait pas de pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Là. On n'est pas là. L'idée, là, c'est vraiment d'utiliser mieux nos ressources et de faire parler les chiffres. L'intelligence artificielle nous permet d'aller voir sous le capot parfois, alors que sinon, ça serait plus long, plus compliqué, plus de marge d'erreur. Je pense que le journaliste a eu peur à sa job et... Tu l'as dit au passé, a eu peur. Ils ont plus peur maintenant? A eu peur à sa job beaucoup dans le passé et l'aura encore. Donc, il y a vraiment un doigté, ça doit venir avec tact, ça doit venir avec explication. En ce moment, en plus, on sait que la population est assez critique du travail des journalistes. Ça a dégénéré tellement de façons différentes. Donc, je pense qu'il y a aussi une crainte d'être amalgamé par rapport à tout ça, c'est le robot de Jeff Bezos qui décide ce que vous avez mis dans votre journal. Il y a quelque chose qui est inquiétant, je pense. Puis il faut arriver à communiquer qu'en fait, ces technologies-là, elles arrivent pour aider les journalistes plus que pour prendre leur place. Elles arrivent pour aider les journalistes et éventuellement même à assurer l'avenir de certains médias. C'est, comme Marc le disait plus tôt, c'est des ressources qui sont réallouées. Ce n'est pas des ressources qui sont nécessairement annulées. Tout le monde a envie d'avoir un rédacteur, un journaliste, un pupitre de plus. Personne n'est... Donc, je pense que c'est plutôt une voie d'avenir, mais je pense pas qu'on est là dans le niveau de littératie numérique dans les salles de presse en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour... j'ai bien aimé ta liste, Patrick, avant de tomber sur l'histoire des risques, des enjeux moraux, éthiques, etc., je voulais qu'on puisse bien comprendre le positif de la chose pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais dans ta liste de réticences, d'ennuis, par quoi on commence? Est-ce que la première chose à laquelle il faudrait s'attaquer, c'est dans nos salles de presse à nous? Parce que dans le fond, on parle de communiquer au grand public, ou ça peut se faire simultanément, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un message à faire dans nos salles de presse et puis une autre sorte de message peut-être à faire dans le grand public pour justement passer par-dessus ces choses-là. Bien, la formation est un peu un parent pauvre dans les salles de rédaction au Québec. Ça, c'est très, très clair, beaucoup moins qu'au Canada anglais. Est-ce qu'on pourrait intégrer les journalistes dès le début? C'est-à-dire, on a tel outil, disons qu'on veut aller de l'avant avec Parsley, un outil analytique exceptionnel qu'on avait au Huffington Post, ou même Data Miner, où tu parles d'EcoBox. Intégrer les journalistes dès le début, former tout le monde, être transparent, puis là, après ça, tu peux tranquillement peut-être partir la machine. Puis je l'ai dit, évidemment, ces équipes-là de recherche et de développement devraient être intégrées dans la salle de rédaction. Absolument. Le gars des TI, tu le veux pas au sous-sol, tu le veux au pupitre central, dans le hub. Avec, on n'a pas beaucoup de gars qui te fait des TI. Oui, il y a un enjeu là-dessus, absolument. Mais moi, je les verrais dans la salle de rédaction
avec au moins une rencontre hebdomadaire, puis après ça, évidemment, intégrer les journalistes dès le début, présenter les outils, être transparent, puis là, déjà, si cette formation continue-là est présente, tant mieux. Transparence de la part des patrons de presse vis-à-vis leurs employés sur c'est quoi nos objectifs vraiment avec ça. Absolument. C'est essentiel pour gagner l'adhésion des gens à ce genre de projet-là. Ça prend beaucoup de confiance parce que toutes les réticences qui sont exprimées dans la recherche de Patrick sont encore présentes. Je pense qu'on se donne un peu plus le droit à l'expérimentation en ce moment, puis on est un peu forcé d'expérimenter puis d'avancer, mais ça prend beaucoup de confiance de part et d'autre. Et beaucoup de transparence dans quels sont effectivement les objectifs qu'on essaie d'atteindre. Puis pour ça, je donnerai un exemple assez concret qui est la modération des commentaires sur les réseaux sociaux. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Netino, qui fait de la modération du contenu, qui va repérer certains mots-clés dans les commentaires et masquer ou envoyer pour analyse certains commentaires, qui est un outil qui est merveilleux, mais qui n'est pas parfait, qui n'est pas infaillible du tout. Mais on fait juste penser aux ressources qu'il faudrait déployer, aux ressources humaines pour faire ce travail-là. Il faudrait que j'ai des modérateurs 24/7 pour essayer de suivre le flot des commentaires. Chez nous, ça équivaut à environ 3000 commentaires par jour qui passent dans la machine de Netino. Donc, moi, comme gestionnaire, je ne peux pas me permettre d'allouer 24 heures par jour de ressources là-dessus. Je préfère investir ces ressources-là dans la création et la diffusion de contenu à valeur ajoutée. Donc, pour moi, c'est un exemple concret. Puis, lorsque tu expliques ça aux équipes de rédaction en disant « Est-ce que tu aimes mieux faire une entrevue avec quelqu'un qui a une belle histoire à raconter que de t'arracher les yeux sur des commentaires qui, à la fin de la journée, te font questionner sur la santé mentale de la plupart des gens? » Je pense que la réponse est assez simple. Les gens veulent s'investir là où ils peuvent apporter quelque chose plutôt que de juste réparer les pots cassés ou supprimer des commentaires. OK. Peut-être en tour de piste finale, je vous demanderai à chacun de me dire si vous aviez une baguette magique pour vous aider dans ce cheminement-là, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Je vais finir avec toi, Marek, sur des questions plus larges. Peut-être Patrick? Ben, moi, je dirais le besoin de collaboration entre tous les médias québécois et même canadiens, anglais. Et on a des contacts dans plein de médias américains. Je regarde ce que le journal Le Monde vient de faire, Le Monde in English, qui a été lancé il y a 3-4 semaines. Ben, il prévoit avoir 150 000 abonnés payants numériques pour Le Monde in English. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la presse in English? Je ne sais pas, le devoir in English. Une idée comme ça. Il y a probablement un marché quand même, surtout au niveau du référencement et du SEO. Besoin de collaboration entre les médias et les universités et les centres de recherche, que le devoir fait avec Polytechnique, c'est exceptionnel. Encourager les Media Labs en journalisme. On en a lancé un à l'UQAM l'an dernier avec La Piscine, qui est un incubateur de start-up et patrimoine canadien. On a quand même encouragé le lancement de 6 médias périodiques au Québec et même au Canada anglais. Puis, la collaboration avec le secteur privé aussi, tout ce qui est TI. Collaboration au sein même des médias, rédaction, les ingénieurs, les gens des TI, les gens des ventes, du marketing, peut-être juste une réunion par semaine, et ça peut vraiment aider, je pense, à aller plus loin en termes de collaboration. Marc? Bien, j'aime beaucoup la notion de collaboration, c'est certain. La collaboration à l'interne, pour nous, c'est un enjeu. Il faut que tout le monde voit là où l'organisation essaie d'aller, là où elle veut aller. Puis, rappelons qu'un des enjeux qu'on a, puis on n'est pas le seul groupe média à vivre ça, c'est d'assurer la pérennité financière de notre organisation. On a une mission d'informer, de faire l'information de proximité, mais pour ça, il faut s'assurer qu'on a les moyens de continuer à faire ça. Et on a été victime au cours des 20-25 dernières années d'un désinvestissement dans soit nos salles de rédaction, soit dans nos infrastructures technologiques. Nous, au groupe de l'information, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est le phénomène contraire. On réinvestit dans nos salles de rédaction, on rajoute des ressources humaines puis des ressources technologiques aussi pour mieux servir nos lecteurs, nos abonnés qu'on essaie de convaincre de la valeur de ce qu'on offre pour qu'ils s'abonnent. Donc, c'est un changement de paradigme pour nous, mais il faut absolument qu'on garde cette liberté d'expérimenter avec des outils qui vont nous permettre d'aller plus loin, plus vite, surtout d'assurer, comme je disais, la pérennité financière de l'organisation. Valérie? Je suis d'accord avec tout ça. Je pense que la collaboration, c'est la clé. Bien entendu, surtout qu'on a plusieurs médias qui ont des moyens limités. Je pense aussi qu'il y a vraiment un job
relations publiques, affaires à l'intelligence artificielle en général. Je pense qu'on la comprend mal, on l'explique mal. D'après moi, il faut l'expliquer mieux. Il faut comprendre que c'est de l'aide, que c'est des méthodes différentes de faire de la cueillette d'informations, que c'est du soutien plus que c'est du faire à la place de. Puis moi, je pense vraiment, puis là, j'ai un biais, bien sûr, mais au devoir, on a un modèle de laboratoire dans lequel on s'essaie pendant 1 an sur des modes narratifs différents. Puis je pense que le journalisme de données, c'est la clé pour démystifier beaucoup cette façon de faire. Il n'y a pas grand monde dans la salle chez nous qui ne s'est pas joint à un projet ou qui a fait appel à l'équipe de données puis qui n'est pas revenu en demander plus, là. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la façon de comprendre tout ce que ça peut apporter de supplémentaire, encore une fois, un outil supplémentaire et même des fois la star de la boîte à outils parce qu'il y a des enquêtes entières qui peuvent s'articuler autour d'une cueillette et d'un nettoyage de données. Je pense que l'aspect exclusif et l'aspect profondeur, pour moi, c'est la meilleure façon de faire bonne presse à cette utilisation-là de ces technologies-là pour Marek, merci, à toi le mot de la fin. Finalement, je voulais rejoindre le terme de retard et dans nos recherches, il y a 2 projets là en ce moment, un qui est sur 4 pays différents sur le traitement médiatique de l'intelligence artificielle, l'autre sur les biais dans la recommandation de contenu sur les plateformes en ligne. Tous 2 vont avoir des rapports qui vont être disponibles dans quelques mois avec des recommandations notamment pour les journalistes pour traiter ces sujets. Et ce qui ressort des analyses, c'est qu'il y a un double déficit dans la compréhension et dans l'application de l'intelligence artificielle à la base sur les enjeux fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, sans rentrer dans le détail. Voilà, il y a des effets évidents, notamment avec l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Ça contribue à empower the empowered, donc de rendre plus forts ceux qui sont déjà plus forts, ouais. Et puis contribuer à cette polarisation-là. On a pu le voir tout à l'heure avec l'intervention de M. White sur notamment le fait que pas toutes les salles de nouvelles peuvent se permettre d'utiliser ces technologies, etc. Donc, il y a des enjeux assez larges, de manière très concrète. Ça se peut très bien que les outils soient là, mais que les journalistes ne l'utilisent pas parce que ça ne répond pas à un besoin ni à un usage. Donc voilà, ces enjeux fondamentaux, ils sont très complexes. Et puis, cette complexité, elle est souvent mise de l'avant pour justement justifier le fait qu'on n'en parle pas. Mais il y a quelques mois, on parlait de vaccins à ARN, personne ne comprenait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un investissement dans des journalistes scientifiques, etc. Et donc, il y a aussi ce besoin donc, d'aller vers des journalistes de données ou des journalistes qui comprennent les enjeux, ces enjeux-là. Et donc, voilà. Et puis finalement, nous, dans les recommandations, c'est justement sur cette ambiguïté qu'il y a. Donc, l'IA n'est pas totalement la solution, ni totalement le problème. Il faut aller plus loin, faire des essais à petites échelles et puis s'intéresser, on parle de journalistes de données, mais aussi s'intéresser à des expériences, à des cas plus riches aussi à travers des entrevues, à travers etc. Dans la conception de l'intelligence artificielle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une dépendance à certains acteurs pour parler d'IA. Et donc, la recommandation, c'est aussi d'inviter d'autres personnes, peut-être plus critiques aussi des fois, des chercheurs en sciences sociales, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Mais c'est ça, donc c'est séparer le pourquoi du comment. Moi, j'utilise cette phrase de Cédric Price qui dit « La technologie est la réponse, mais quelle était la question ?» Et donc, voilà, revenir un petit peu en amont à quels sont les enjeux derrière l'intelligence artificielle et son déploiement. Je pense que ce serait des pistes intéressantes pour aller plus loin. Merci beaucoup. Je me tourne. Je me suis un peu. En fait, je voulais renchérir ouais. sur ce que je viens de dire, Marek. Ce que je trouvais intéressant, c'est que tout à l'heure, Valérie a parlé d'identité, puis. En fait, non, c'est pas Valérie, c'est Marek qui a parlé d'identité. Qu'est-ce que veulent les médias?
quelle identité ils veulent développer. C'est peut-être ça aussi qui est important. Puis, ce que disait Valérie, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient en train indirectement de développer une identité autour des innovations qu'ils font en ce moment, des innovations techniques. On se plante souvent, je pense que Marek, tu vas me suivre là-dessus, on se plante souvent entre eux, puis ça se voit dans la liste des craintes que Patrick a établies, entre ce qui est l'IA et ce qui n'en est pas. On a tendance à mettre ça un peu dans le même sac, souvent. Je mets ma casquette de sociologue des usages. On a tendance à mettre ça un peu le journalisme de données, par exemple, fait très peu appel à l'IA, fait beaucoup appel à des calculs très complexes, mais fait peu appel à l'IA et on a tendance à mettre ça là-dedans. Et ce qui est risqué dans le risque de l'IA et qu'on retrouve dans la liste qu'a établie Patrick, c'est que c'est l'apprentissage des modèles qui sont existants. Je ne sais pas si vous connaissez une chercheuse, une mathématicienne américaine qui s'appelle Cathy O'Neil, qui avait mis en évidence, alors bon, elle est loin des préoccupations journalistiques, mais en tout cas, elle a mis en évidence le fait que, par exemple, utiliser un moteur IA dans des critères d'embauche, dans une des plus grandes boîtes californiennes, avait reproduit les modèles existants, puisqu'on donne à l'IA des modèles qui sont existants. Donc, elle avait reproduit les modèles de racisme, de discrimination à l'embauche vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des minorités sociales, minorités de genre, etc. etc. Et elle disait, voilà, le problème, c'est que l'IA, ça reproduit des modèles d'inégalité qui sont déjà existants. Puis il faut arrêter de croire qu'on est dans le monde des calinours. La société est faite d'inégalités, puis les humains sont là pour essayer de régler, justement. C'est leur raison d'être, d'essayer d'effacer le mieux qu'ils peuvent les problèmes d'inégalité. Le problème, c'est qu'une machine, quelle qu'elle soit, elle n'a pas de préoccupation sociale. Et donc, c'est là où on se rejoint. Donc, l'identité des médias, je me raccroche au journalisme, l'identité des médias, elle devient hyper importante là-dedans parce que c'est dans l'identité de médias, dans la définition de l'identité de chaque média, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire avec les outils. Donc, je rejoins ce que disait Marek tout à l'heure. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que mon média, le média que je dirige ou que tout le monde finalement dirige. On regarde les coop de l'information maintenant, ils prennent plus de décisions vraiment très très radicales sans être tous consultés, c'est le principe d'une coopérative. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, qu'est-ce qu'ils ont envie d'utiliser comme outil. Est-ce que justement je ne sais pas comment ça s'est passé au devoir, les suggestions, Valérie disait que ce n'était pas parfait, là, l'aide à l'écriture, là, il y avait des textes. Mais regardez, quand on laisse faire, parce que c'est à l'état expérimental, vous allez en bas des journaux très populaires, là, puis tout ce qui est balancé par Outbrain, BuzzFeed, etc., c'est de l'IA qui fait ça. Ouais. Puis c'est pas glorieux. Mais non, je voulais commenter, mais c'était ça. Est-ce que, en fait, ma question, c'est plus à Marc et à Geneviève. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez conscience de tout ça? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes quand même, vous dirigez des médias, donc vous êtes cadre, vous représentez une institution, vous avez des impératifs libéraux, voire néolibéraux de temps en temps, mais ça, on ne va pas rentrer dans cette question-là, mais vous avez des impératifs économiques, en tout cas. Comment vous faites la part des choses entre justement les impératifs économiques, la pérennité et la détermination de l'identité de vos institutions qui, on le sent là, à un moment donné, puisque vous allez être obligé de remettre de l'humain dans la machine, ne vont pas aller dans le sens de la défense de votre modèle économique. Comment vous allez dealer avec ça? Peut-être... Je dirais qu'on n'en est pas là, parce que dans le fond, les tentatives ou en fait, l'outil de traduction qu'on a eu, Trad, il répond tout à fait à ce que je disais au début. Là. Il est vraiment au cœur de notre fonctionnement à la presse canadienne. C'est plus de l'expérimentation où il est vraiment un outil dans la salle sur lequel je compte, mais il n'y a rien là-dedans que moi, en tant que néophyte total, tu sais, je veux dire, on est tous un peu des dinosaures face à ces choses-là. Il n'y a rien là-dedans qui m'échappe ou que je ne comprends pas ou que je ne contrôle pas ou que je ne revérifie pas, etc. Fait que je n'ai pas l'impression, ou corrigez-moi en tout cas, qu'on est rendu à un niveau où l'intelligence artificielle
menace de partir toute seule ou donc je suis assez à l'aise là où on est présentement, mais moi personnellement, c'est mon opinion personnelle, je pense que dans l'avenir, on aura à se questionner sur moi, je lis un article écrit automatiquement, je le détecte tout de suite. Je le sais. Quand on me dit la joueuse de tennis, Leila Ferrandez, est sortie du tribunal, je comprends qu'il y a quelqu'un qui a mal traduit et qu'elle sortait du court de tennis. Fait que je suis capable de détecter ça à l'œil humain, là. Mais à un moment donné, je ne serai plus capable parce qu'on va être capable de faire écrire des choses qui vont donner de la couleur et qui vont aller changer des verbes, etc. Et ça va devenir difficile. Fait que moi, personnellement, je crois qu'on aura en journalisme à se poser la question sur les balises de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais on est au tout début de ça. En fait, la question, c'est sûr qu'elle se pose en théorie, mais dans notre cas, comme on n'a pas à moyen et à plus long terme l'intention de remplacer la création de contenu par des intelligences artificielles, je trouve que ça s'applique un peu moins. Là où on s'en sert et qu'on a l'intention de s'en servir de plus en plus, c'est vraiment au niveau de l'efficacité de la distribution, puis s'assurer que les contenus pour lesquels on investit des efforts puis qu'on pense qu'ils ont une pertinence, une valeur pour les citoyens, on s'assure qu'on les met dans la vitrine des gens qui pourraient intéresser. C'est là qu'à travers tout le bruit, parce qu'on s'entend que d'un point de vue technologique, outil de diffusion, il y a du bruit rien qu'en masse. Il faut trouver une façon de faire passer la voix de l'information à travers tout ça. Et on n'a pas le choix à un moment donné d'aller chercher des outils technologiques pour nous aider là-dedans. Puis de combattre le feu par le feu. C'est des outils qui sont utilisés par ces plateformes de diffusion-là. Si on veut shiner à travers tout ça, on n'a pas le choix d'un peu jouer sur la même patinoire. Voilà, je pense qu'on... En fait, je vais juste faire une petite intervention de synthèse. Pas de synthèse, mais je vais juste faire un petit commentaire que je vais... Tu me feras parler, tu m'arrêteras, là, mais on va prendre une pause dans quelques minutes. Mais simplement pour souligner le travail, effectivement, de recherche de Patrick et de Marek, qui sont des pionniers aussi dans la recherche sur ces questions d'innovation. Il y a aussi une étude en cours là, de l'Académie de la transformation numérique ici à l'Université Laval avec le Centre d'études sur les médias sur la question plus large de la maturité numérique des organisations médiatiques. Et ça va inclure les hebdos, les petits médias, les médias de la presse écrite généralement. Donc, déjà, de vous entendre, ça nous éclaire beaucoup. Je sais que Claire Bourget, là, qui pilote le projet pour l'ATN, est en ligne avec nous. Mais pour tout ce qu'ils font, c'est très, très utile leur donner. Hein. Oui, on a l'ancien, les anciens mandats du CEFRIO et aussi donc d'autres travaux en cours. Mais je voulais juste peut-être souligner ou peut-être poser la question à Valérie en particulier et à Marc de la question des aides gouvernementales et à Geneviève, en fait. Bon, Geneviève, vous n'êtes pas admissible aux aides du gouvernement du Québec, mais les aides gouvernementales pour l'innovation et aussi les soutiens des grandes plateformes, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ou est-ce que c'est quelque chose qui vous met aussi dans un carcan ou est-ce que j'imagine qu'il y a des limites à ça par rapport au développement de ces outils-là? Puis je poserais aussi la question, mais là, je pense qu'on ne sera pas capable d'y répondre dans le temps qui nous reste, là, mais la question de la fragmentation des auditoires, est-ce qu'on va cibler des auditoires très, très nichés avec ces outils-là, genre le millénial du Myland versus le retraité de Charlebourg, là, pour faire des grosses caricatures? Est-ce qu'on ne contribue pas avec ces outils-là justement à une plus grande fragmentation, polarisation des auditoires? Donc, j'ai des questions très, très naïves et très générales, là, mais je vous demanderai de répondre très, très rapidement, puis on ira ensuite à la pause. Tu y vas? Oui, mais je vais commencer si ça te va avec pour les aides financières. En fait, il y a deux choses là-dedans. Les grandes plateformes, il y a des fronts communs, le gouvernement canadien qui veut s'y attaquer, mais c'est sûr que nous, au Devoir, on a eu la chance d'avoir des partenariats, de faire partie de projets pilotes qui, en ce moment, portent moyennement leurs fruits. Là, on n'en est comme pas encore rendu là. Par contre,
on peut pas cracher là-dessus, c'est sûr, parce que on doit payer nos journalistes, on doit payer nos locaux et notre imprimeur, là. Donc, il y a quand même, on ne peut pas faire semblant que ce n'est pas crucial pour l'avenir des médias de mettre sur pied une réelle collaboration financière avec les plateformes qui utilisent notre contenu pour retenir des globes oculaires, en gros. Et puis sinon, pour l'aide gouvernementale, nous, on a beaucoup bénéficié de ces aides-là, entre autres des programmes pour l'aide à la numérisation de médias traditionnels. C'est avec ces aides-là qu'on est capable de maintenir depuis maintenant 4 ans c'est des projets qui se renouvellent, là, mais d'avoir mis sur pied le laboratoire numérique qui nous a permis d'aller vers la vidéo, d'aller vers le journalisme de données, d'aller vers la création, le journalisme sur les réseaux sociaux. C'est des choses, en fait, ça nous donne vraiment la poussée nécessaire pour essayer, puis avoir une approche de « au pire, on se trompera », une marge de manœuvre que la plupart des médias ont, financière que la plupart des médias n'ont pas en ce moment. Les investissements, en plus, quand on parle de nouvelles technologies, sont importants. Tu n'achètes pas un set complet de caméras et d'éclairage en disant « au pire, ça ne marche pas ». Mais ça nous a donné ces possibilités-là. Je ne sais pas, on ne serait pas aussi loin si ça n'avait pas été de ça maintenant, selon moi. Je n'ai pas le choix de dire que je suis 100% d'accord avec ce que ma collègue vient de dire, parce qu'effectivement, dans notre cas, on bénéficie de l'aide financière, en fait, d'entente avec les grandes plateformes, et aussi, on participe au programme, par exemple, celui du ministère de la Culture, pour nous permettre d'accélérer notre transformation numérique. Sans cet apport financier-là, il y a plein d'investissements qu'on ne ferait pas parce que, honnêtement, d'un point de vue traditionnel, comme je disais un peu plus tôt, on a vécu des années de désinvestissement dans nos outils, dans nos ressources humaines. Et à chaque fois qu'on dépense $1, il faut presque être certain que ça va en rapporter 2. Et dans un univers numérique comme dans celui où on évolue en ce moment, où tout est changeant, où tout est tellement complexe aussi, où on ne contrôle pas du tout l'ensemble du spectre, si on ne se donne pas les moyens et la latitude pour expérimenter, pour tester des trucs, bien, c'est certain que ce qu'on va faire tranquillement, c'est sécher jusqu'à ce qu'on disparaisse. Et je pense que ce n'est pas ce qu'on veut. Et puis, je pense que dans un monde idéal aussi, la question du financement des sources d'information devrait être réglée en disant bien, tout le monde a droit à une information véridique, de qualité. Donc, c'est la responsabilité commune de financer les institutions de création et de diffusion de contenu. Je pense qu'on n'est pas là et que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc, ça nous place, nous, comme entreprise privée, même si on est une propriété collective, ça place le devoir et d'autres joueurs de l'information devant la réalité où ils doivent poser les gestes pour assurer la pérennité financière de leur organisation. Comme on disait, il faut payer nos locaux, il faut payer nos journalistes. Si on veut innover, il faut investir dans ces innovations-là. Donc, on n'a pas le choix d'aller chercher des revenus quelque part. L'autre aspect de la question, là, je sais que le temps file, mais l'aspect sur les niches, moi, en fait, je crois que c'est le contraire. Je pense qu'on arrive de plus en plus à une façon, puis c'est une réflexion qu'on a beaucoup au devoir. On a notre objectif, on comprend que différents groupes démographiques, géographiques vont consommer de l'information différemment. Puis nous, on a envie d'aller livrer cette information-là, peu importe comment, à tout ce monde-là. On a confiance que notre information est rigoureuse. On a confiance qu'on a une information suffisamment de qualité qui mérite d'être lue par tout le monde. Maintenant, moi, si mes stories sont vues par les plus jeunes et que quand l'information leur plaît sur Instagram, ils vont aller lire l'article, je ne pourrais pas être plus heureuse de ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'investir dans des formes de journalisme ou de narration, de formes narratives qui sont un peu plus traditionnelles. Mais je pense que maintenant, on a accès à une palette qui nous permet d'aller raconter la bonne histoire de la façon dont la personne va l'entendre. Moi, je suis une optimiste. Merci beaucoup. C'est le fun de finir sur une note positive. Merci beaucoup à tous nos panélistes et à Geneviève, notre animatrice, qui a mené ça vraiment de main de maître. Vraiment très heureuse de vous entendre. Et je note aussi la présence de Seema Souissi de l'ATN qui est ici dans la salle, qui va faire les entrevues, alors qui prend des notes, je pense, pour son étude en cours.